un lacet défait, un épipène périmé, un loquet de porte défectueux. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer des moments ordinaires en les 6 façons les plus troublantes dont des gens normaux ont rencontré leur fin. C'était le 15 mars 2017 à Denver, Colorado. Alison Greer, une coordinatrice marketing de 28 ans pour une start-up technologique, se précipitait à travers le centre commercial Westfield lors d'un mardi soir qui aurait dû être ordinaire. Connue pour son attention méticuleuse aux détails au travail, Alison avait une manie dont ses amis se moquaient souvent. Elle ne nouait jamais correctement ses chaussures de course Nike rouge vive, laissant les lacets dangereusement longs et lâches. Ce soir-là, elle rencontrait sa sœur cadette à la bijouterie du centre commercial pour l'aider à choisir une bague de fiançailles. Le centre commercial était exceptionnellement bondé en raison de ventes flash dans plusieurs magasins, créant un trafic piétonnier intense dans tout le bâtiment. Alison portait un grand sac de courses de ses achats précédents, tout en vérifiant constamment son téléphone pour les mises à jour de localisation de sa sœur. À 18h47, les caméras de sécurité l'ont capturée, s'approchant de l'escalator, montant près de la zone de restauration. Elle était distraite, faisant défiler des messages textes, complètement inconsciente que son lacet gauche traînait derrière son pied alors qu'elle montait sur les escaliers roulants. L'escalator était un modèle de 2003 qui avait été récemment entretenu, mais les dossiers de maintenance montraient 3 incidents précédents où des vêtements avaient été coincés dans son mécanisme de peigne usé. Alors qu'Alison montait à mi-chemin de l'escalator, le désastre a frappé. Son lacet desserré s'est enfilé à travers la grille métallique et s'est emmêlé dans le mécanisme de la plaque de peigne au palier supérieur. La marche mobile continuait de monter avec une force implacable, tirant violemment son pied gauche vers l'avant. Elle perdit immédiatement l'équilibre, son corps se tordant alors qu'elle tombait en arrière contre le panneau latéral métallique impitoyable de l'escalator. L'impact a été dévastateur. La tempe d'Alison a heurté le bord tranchant du boîtier de l'escalator avec une force énorme, provoquant une désorientation immédiate et une grave commotion cérébrale. Le bruit métallique résonna dans le centre commercial, alors que les acheteurs paniqués assistaient à l'horrible accident se dérouler sous leurs yeux. Du sang commença à couler de son oreille en quelques secondes, un signe révélateur d'une grave lésion cérébrale traumatique. Bien qu'elle soit restée consciente au début, Alison montrait des symptômes classiques de traumatisme crânien sévère, confusion, discours incohérents et dilatation inégale des pupilles. Les clients cherchaient frénétiquement le bouton d'arrêt d'urgence, des secondes précieuses s'écoulant avant que quelqu'un ne le trouve et l'active enfin. Les secours sont arrivés en 8 minutes, trouvant Alison consciente mais gravement désorientée sur les marches de l'escalator. Les ambulanciers ont immédiatement reconnu la gravité de son état, notant le sang provenant de son oreille et son état mental altéré. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital général de Denver, où des scanners ont révélé le pire scénario possible, une hémorragie cérébrale massive due à l'impact. Malgré une intervention chirurgicale d'urgence pour soulager la pression intracrânienne dangereuse qui s'accumulait dans son crâne, l'état d'Alison a continué de se détériorer. Le traumatisme avait causé des dommages irréversibles à son tissu cérébral et l'hémorragie ne pouvait pas être contrôlée. À 11h45 du soir, un peu plus de 5 heures après ce qui avait commencé comme une simple sortie shopping, Alison Greer a été déclarée morte des suites de complications d'un traumatisme crânien. Le centre commercial a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité immédiatement après la tragédie, et l'escalator vieillissant a été remplacé dans les 2 mois. Mais pour la famille et les amis d'Alison, aucune mesure de sécurité ne pouvait annuler la perte dévastatrice. Une brillante professionnelle du marketing, avec toute sa vie devant elle, avait été emportée par quelque chose d'aussi simple qu'un lacet défait et un moment de distraction. Sa mort sert de rappel glaçant de la rapidité avec laquelle les activités quotidiennes peuvent devenir mortelles et comment les plus petites négligences peuvent avoir les conséquences les plus catastrophiques dans notre monde moderne. Les images de sécurité de ces derniers instants sont devenues des preuves dans les enquêtes de sécurité ultérieures, capturant à jamais l'instant où une soirée routinière s'est transformée en une tragédie inimaginable. C'était le 8 septembre 2018 à Atlanta, en Géorgie. Brittany Lowe, une agente de prêt de 31 ans à la First National Bank, se rendait au travail pour ce qui aurait dû être un samedi matin routinier. Connue pour son comportement professionnel et sa ponctualité, Brittany arrivait toujours à 8h30, précise, même le week-end. Elle avait une allergie sévère aux abeilles qui nécessitait qu'elle porte un épipène partout, bien qu'elle soit devenue négligente quant à la vérification de sa date d'expiration.
Ce matin-là, Brittany venait travailler en heures supplémentaires pour traiter des demandes de prêts urgentes avant la date limite de lundi. Le personnel de sécurité du week-end du bâtiment était réduit à un seul garde, faisant des rondes aux étages supérieurs. Elle portait sa tenue de travail habituelle et avait récemment opté pour un nouveau parfum à la senteur florale qu'elle adorait, mais elle ne se rendait pas compte qu'il s'avérerait mortel. Le bâtiment de la First National Bank présentait une porte-tambour en laiton, ornée des années 1960 à son entrée principale. Les lourds panneaux avaient récemment été entretenus, mais à l'insu de tous, des guêpes avaient construit un nid dans le mécanisme supérieur de la porte pendant le récent temps chaud. Les insectes avaient été dérangés par le mouvement de la porte tout au long de la semaine, les rendant de plus en plus agités. À 8h28, Brittany est entrée dans la porte tournante, tout en discutant des conditions hypothécaires d'un client sur son casque Bluetooth. Le parfum floral qu'elle portait avait attiré plusieurs guêpes qui ont commencé à tournoyer autour de l'espace confiné. Les images de sécurité la montrent entrant normalement, complètement inconsciente du danger qui se forme autour d'elle. Alors qu'elle poussait le panneau de la porte, les guêpes agitées ont commencé à attaquer. Le mécanisme de la porte tournante s'est soudainement bloqué à cause des débris du nid perturbé, piégeant Brittany dans le petit compartiment triangulaire sans moyen de s'échapper. En quelques secondes, elle a reçu plusieurs piqûres au cou, au visage et aux mains, d'au moins 6 guêpes furieuses. Sa réaction allergique sévère a commencé immédiatement. La gorge de Brittany a commencé à enfler rapidement et sa respiration est devenue de plus en plus difficile. Elle laissa tomber son téléphone et chercha frénétiquement dans son sac à main son épipène. Mais quand elle le trouva, elle découvrit avec horreur qu'il avait expiré 3 mois plus tôt. L'espace confiné l'empêchait d'échapper aux attaques continues des guêpes alors que d'autres insectes émergeaient de leur nid endommagé. Son visage et sa gorge ont enflé de manière spectaculaire, alors que le choc anaphylactique progressait à une vitesse terrifiante. La réaction allergique a provoqué la fermeture de son larynx, coupant complètement ses voies respiratoires. Elle commença à émettre des sons d'étouffement désespérés, audibles à travers les panneaux de verre, alors qu'elle griffait sa gorge enflée, incapable de respirer. Sa peau devint bleue par manque d'oxygène, alors que l'anaphylaxie atteignait son stade final. Les guêpes poursuivaient leur attaque implacable dans l'espace confiné, injectant plus de venin dans son système déjà submergé. Après 4 minutes agonisantes, piégée dans la porte tournante, Brittany s'effondra contre le panneau de verre, inconsciente à cause d'une anaphylaxie sévère et d'un manque d'oxygène. Le garde de sécurité la découvrit à 8h45 du matin lors de sa vérification de routine du hall, la trouvant inconsciente et gravement enflée au point d'être méconnaissable. Les services d'urgence ont utilisé des outils électriques pour l'extraire du mécanisme de la porte-tambour bloquée, tandis que les ambulanciers administraient de l'épinéphrine et tentaient de dégager les voies respiratoires. Mais la réaction allergique avait trop progressé. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Grady Memorial, où les médecins ont lutté désespérément pour sauver sa vie, mais les dommages étaient irréversibles. À 9h28, Brittany Lowe a été déclarée morte d'un choc anaphylactique causé par plusieurs piqûres de guêpes. Le bâtiment a immédiatement fait enlever le nid de guêpes par des professionnels et a remplacé la porte tournante par des portes coulissantes automatiques. Un simple changement de parfum et un épipène périmé avaient coûté la vie à Brittany de la manière la plus inattendue possible. Sa mort a souligné l'importance cruciale de maintenir les médicaments d'urgence et d'être conscient des dangers cachés dans les environnements quotidiens. C'était le 22 juin 2016 à Phoenix, Arizona. Cassandra Holt, une graphiste de 26 ans pour une agence de publicité, travaillait tard au 12e étage du complexe de bureaux Meridian lors de ce qui allait devenir sa dernière soirée. Connue pour rester tard afin de peaufiner ses projets, Cassandra avait récemment commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété qui provoquaient parfois des vertiges, surtout lorsqu'elle se levait rapidement. Ce jeudi soir-là, elle travaillait seule sur une échéance de campagne, tandis que le bâtiment était presque vide, à l'exception des équipes de nettoyage. Cassandra prenait son médicament prescrit pour l'anxiété, qui la faisait parfois se sentir étourdie après être restée assise pendant de longues périodes. Elle avait également acheté de nouvelles chaussures à talons hauts plus tôt dans la journée pour une importante présentation client, prévue pour le vendredi matin. À 9h15 du soir, se sentant agitée après des heures de travail sur l'ordinateur, Cassandra décida de descendre par les escaliers jusqu'au parking pour prendre l'air et se dégourdir les jambes.
Le complexe Meridian comportait un escalier central avec des marches en marbre poli qui avaient l'air élégantes, mais devenaient dangereusement glissantes lorsqu'elles étaient les mouillées. L'équipe de nettoyage du bâtiment venait de finir de passer la serpillière sur les sols de la cage d'escalier, mais n'avait pas encore placé de panneau d'avertissement de sol mouillé. L'éclairage de la cage d'escalier était réduit à 50% de sa capacité pendant les heures du soir, comme mesure d'économie d'énergie, créant des ombres qui rendaient difficile de voir clairement les surfaces mouillées. Les caméras de sécurité ont capturé Cassandra entrant dans la cage d'escalier, se déplaçant rapidement tout en vérifiant les messages sur son téléphone, complètement inconsciente du danger sous ses pieds. Au palier du 8e étage, le désastre a frappé sans avertissement. Les nouveaux talons hauts de Cassandra ont glissé sur la surface en marbre mouillé alors qu'elle descendait, lui faisant instantanément perdre l'équilibre. Son médicament contre l'anxiété l'avait rendue légèrement étourdie, affectant sa coordination au pire moment possible. Elle est tombée violemment en arrière, sa tête heurtant le mur de béton derrière elle avec une force énorme. L'impact a causé une commotion cérébrale sévère immédiate et une désorientation alors que son corps commençait à dévaler les marches de marbre impitoyables. Son corps a dévalé 15 marches jusqu'au palier du 7e étage, sa tête heurtant plusieurs arêtes de marche lors de la descente terrifiante. Chaque impact a causé des traumatismes supplémentaires à son crâne et à son cerveau, créant de multiples contusions et des hémorragies internes. Les marches en marbre n'ont montré aucune pitié alors que son corps rebondissait contre elle à plusieurs reprises. Le plus critique, son cou s'est tordu de manière anormale pendant la chute, provoquant des fractures de la colonne cervicale aux vertèbres C, 2 et C3. La combinaison d'un traumatisme crânien sévère et d'une blessure de la colonne vertébrale a causé une paralysie immédiate et une perte de conscience. Le sang commença à s'accumuler autour de sa tête à cause de multiples lacérations du cuir chevelu et d'une hémorragie cérébrale interne dangereuse. Sa respiration devint irrégulière et superficielle en raison des dommages à la moelle épinière affectant son système respiratoire. Cassandra est restée inconsciente et immobile sur le palier du 7e étage, sans personne à proximité pour entendre sa chute ou appeler à l'aide. Le vide du bâtiment, pendant les heures du soir, signifiait que du temps précieux passait avant que quelqu'un ne la découvre. Un membre de l'équipe de nettoyage l'a finalement trouvée à 22h45 lors des vérifications de routine des étages. Les secours sont arrivés rapidement, mais l'ont trouvée sans pouls et avec des signes évidents de traumatisme crânien et spinal sévère. Les marches en marbre autour d'elle étaient tachées de sang, racontant l'histoire de sa chute tragique. Elle a été déclarée morte sur les lieux d'une lésion cérébrale traumatique et d'une fracture de la colonne cervicale. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était un traumatisme crânien avec section de la moelle épinière, des blessures qui auraient été instantanément fatales. Le bâtiment a immédiatement mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, y compris un meilleur éclairage, des surfaces antidérapantes et une signalisation obligatoire de sol mouillé. Mais pour la famille et les collègues de Cassandra, aucune mesure de sécurité ne pouvait ramener la talentueuse designer dont la carrière prometteuse a été interrompue par une simple glissade sur des escaliers mouillés. C'était le 14 novembre 2015 à Seattle, Washington. Megan Duarte, une biologiste marine de 29 ans travaillant à l'aquarium de Seattle, se rendait au travail pour ce qui aurait dû être un samedi matin de routine. Passionnée par ses recherches sur la vie marine du nord-ouest du Pacifique, Megan se garait toujours au même endroit, au 4e niveau du parking Harborview, à l'emplacement 4B27. Une habitude qu'elle avait maintenue pendant 3 ans. Ce matin pluvieux, elle répondait à un appel d'urgence concernant des loutres de mer malades à l'aquarium. Megan luttait contre un rhume et prenait des antihistaminiques qui la rendaient somnolente et moins alerte que d'habitude. Le médicament, combiné à son dévouement pour son travail, signifiait qu'elle ignorait souvent son propre inconfort pour aider les animaux qu'elle aimait tant. Le système de ventilation du parking Harborview était en panne depuis des semaines, avec plusieurs ventilateurs d'extraction hors service. La structure en béton était connue pour emprisonner les fumées des véhicules, surtout pendant le temps pluvieux fréquent de Seattle lorsque les fenêtres restaient fermées. Pour aggraver les choses, le système de détection de monoxyde de carbone du garage avait donné de fausses alertes et avait été temporairement désactivé pour des réparations. Megan est arrivée tôt à 7h45 du matin lorsque le garage était presque vide, créant des conditions de mauvaise circulation de l'air. Sa voiture avait des problèmes d'échappement qu'elle avait remis à plus tard en raison de son emploi du temps chargé et de son budget limité. Elle était assise dans sa voiture en marche, organisant des notes de recherche pour le cas d'urgence des loutres de mer, gardant ses fenêtres fermées contre la pluie persistante.
Les murs en béton du garage et le plafond bas créaient un piège parfait pour les gaz d'échappement des quelques véhicules en marche. À l'insu de Megan, le système d'échappement défectueux de sa voiture fuyait du monoxyde de carbone directement dans l'habitacle du véhicule à travers un joint corrodé près du silencieux. Alors qu'elle organisait ses papiers avec le moteur en marche, le monoxyde de carbone incolore et inodore commençait à s'accumuler en concentration dangereuse. Les antihistaminiques qu'elle avait pris masquèrent les premiers symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone, y compris le léger mal de tête et les nausées qui auraient pu l'alerter du danger. En 5 minutes, le gaz mortel atteignit des niveaux critiques dans son sang, déplaçant l'oxygène et affectant le fonctionnement de son cerveau. Elle commença à se sentir de plus en plus somnolente et confuse, des symptômes qu'elle attribua à son médicament contre le rhume et à l'heure matinale. Sa coordination devint altérée, car le monoxyde de carbone empêchait son sang de transporter suffisamment d'oxygène vers ses organes vitaux. Megan a tenté de commencer à conduire, mais elle se sentait trop étourdie et désorientée. Décidant de se reposer encore quelques minutes, elle s'est appuyée contre son siège, inconsciente qu'elle scellait son destin. Le monoxyde de carbone continuait de s'accumuler dans son système à un rythme alarmant, la faisant perdre connaissance alors qu'elle était toujours au volant. Sa respiration devint superficielle et irrégulière, alors que le gaz toxique paralysait systématiquement la capacité de son corps à transporter l'oxygène. Après 15 minutes d'exposition aux vapeurs concentrées, elle est tombée dans le coma à cause d'une intoxication sévère au monoxyde de carbone, son corps incapable de lutter contre le tueur invisible. Un autre utilisateur du garage l'a découverte inconsciente dans sa voiture en marche à 8h30 du matin et a immédiatement appelé les services d'urgence. Les ambulanciers ont détecté des niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans l'air du garage et ont rapidement évacué la zone, tout en essayant de la ranimer. Elle aura été transportée d'urgence au centre médical Arborview, où les médecins l'ont placée dans une chambre hyperbare, le traitement le plus agressif disponible pour l'intoxication au monoxyde de carbone. Malgré leurs meilleurs efforts et une intervention médicale de pointe, les dommages étaient trop étendus. À 14h15, Megan Duarte a été déclarée morte d'une intoxication au monoxyde de carbone et de dommages cérébraux irréversibles en résultant. Le garage a été immédiatement fermé pour des réparations d'urgence de ventilation et l'installation de nouveaux systèmes de détection de monoxyde de carbone. La mort de Megan a servi de rappel tragique sur la façon dont les tueurs silencieux peuvent se cacher dans des lieux quotidiens, prenant la vie de ceux qui se consacrent à sauver les autres. C'était le 3 août 2019, à Miami, en Floride. Laura Pennington, une entraîneuse personnelle de 24 ans au Pinnacle Fitness Center, arrivait pour ce qui aurait dû être un samedi matin excitant. Connue pour ses cours pleins d'énergie et son dévouement à la sécurité des clients, Laura était ravie de lancer un nouveau cours de kickboxing qu'elle développait depuis des mois. Cependant, Laura avait travaillé des heures supplémentaires toute la semaine et ne dormait que 4 heures par nuit. Pour lutter contre l'insomnie, elle prenait des somnifères sur ordonnance qui affectaient son temps de réaction et sa perception spatiale, la laissant somnolente et moins coordonnée que d'habitude. Ce matin-là, elle est arrivée tôt à 6h30 pour installer l'équipement, portant son sac de sport, sa bouteille d'eau et ses plans d'entraînement. Le centre de fitness avait récemment installé de nouvelles portes coulissantes automatiques avec des moteurs puissants conçus pour un trafic commercial intense. Les capteurs de sécurité des portes avaient des dysfonctionnements intermittents, ne détectant parfois pas les personnes dans l'entrée. La maintenance avait été reportée en raison de l'emploi du temps chargé de la salle de sport. Les lourds panneaux de verre se fermaient avec environ 300 livres de force pour se sceller contre le climat humide de Miami. Alors que Laura s'approchait en révisant ses notes de cours, elle ne faisait pas attention à son environnement. Le médicament pour le sommeil avait émoussé sa vigilance et l'excitation de son nouveau cours la faisait se concentrer sur les papiers plutôt que sur le danger potentiel. Les caméras de sécurité ont capturé la séquence tragique. La porte automatique s'est ouverte lorsque Laura s'est approchée, les capteurs détectant initialement sa présence. Cependant, alors qu'elle franchissait le seuil, le système défaillant perdit sa position et déclencha la fermeture inattendue des portes. Laura a été prise directement au centre lorsque les 2 lourds panneaux de verre se sont comprimés contre son torse avec une force énorme. L'impact a immédiatement fracturé plusieurs côtes et comprimé sa cavité thoracique, rendant la respiration extrêmement difficile. Elle a laissé tomber ses documents et a désespérément essayé de pousser contre les portes, mais le système a continué d'exercer une pression écrasante. Le mécanisme de sécurité de la porte n'a pas réussi à s'inverser en rencontrant une résistance, la piégeant dans son étreinte mortelle.
Ses côtes fracturées ont perforé son poumon gauche, provoquant son effondrement et son remplissage de sang. La compression thoracique rendait impossible de respirer ou d'appeler à l'aide. Les cris de Laura étaient étouffés, car la pression implacable empêchait l'expansion de la poitrine. Du sang apparut à sa bouche, alors que l'hémorragie interne progressait rapidement. Les puissants moteurs continuaient leur cycle, inconscients de la vie humaine, écrasés entre les panneaux. Après 45 secondes agonisantes, un système de sécurité de secours s'est activé, provoquant l'inversion des portes. Mais le mal était fait. Laura s'est effondrée dans l'embrasure, sa poitrine gravement compromise et sa respiration laborieuse. Le gérant de la salle de sport est arrivé à 6h45, trouvant Laura à peine consciente. Les ambulanciers sont arrivés en 6 minutes, mais l'ont trouvée en détresse respiratoire sévère, avec un traumatisme thoracique évident. Elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital Jackson Memorial, où une chirurgie d'urgence a révélé un traumatisme interne massif, y compris un pneumothorax sous tension et une hémorragie interne. À 8h20 du matin, Laura Pennington est décédée des suites de blessures écrasantes à la poitrine, seulement 2 heures après être arrivée pour enseigner son cours attendu. Le centre de fitness a immédiatement remplacé le système de porte et mis en œuvre des examens de sécurité à l'échelle de l'industrie. La mort de Laura a mis en lumière le potentiel mortel des systèmes automatisés défaillants et l'importance cruciale de l'entretien régulier de la sécurité dans les installations commerciales. Sa fin tragique a servi d'alerte pour les entreprises du monde entier sur les dangers cachés de la technologie quotidienne. C'était le 17 avril 2018, à Portland, Oregon. Catherine Voss, une agente immobilière de 33 ans, connue pour garder sa voiture impeccable pour les rendez-vous avec les clients, suivait sa routine habituelle du mardi matin. Elle lavait sa voiture 2 fois par semaine chez Quick Clean Auto Wash, considérant cela comme son rituel porte-bonheur avant sa réunion d'équipe hebdomadaire. Ce matin-là, Catherine était en retard pour une présentation de mise en vente importante et a décidé de nettoyer rapidement sa voiture. Elle s'était récemment blessé l'épaule lors d'un match de tennis, ce qui lui laissait une mobilité limitée dans le bras gauche et rendait les tâches simples plus difficiles. Quick Clean Auto Wash était équipé d'un ancien système de convoyeur avec des composants mécaniques exposés et des protections de sécurité minimales. L'installation avait des problèmes mécaniques, avec le système de convoyeur qui saccadait de manière inattendue. Mais la direction avait retardé les réparations pour éviter de fermer pendant les périodes de forte affluence. La voiture de Catherine avait un problème persistant. La porte côté conducteur avait un loquet défectueux qui s'ouvrait parfois. Comme beaucoup de professionnels occupés, elle avait reporté la réparation, ne réalisant pas à quel point ce problème mineur deviendrait dangereux. Elle est entrée dans la station de lavage à 8h15 du matin, suivant les instructions de mettre sa voiture au point mort et de rester à l'intérieur pendant tout le cycle. L'assistant s'occupait de la plainte d'un autre client, laissant le système temporairement sans surveillance. Le convoyeur s'est engagé en douceur, tirant sa voiture vers l'avant, tandis que le savon et l'eau commençaient à pulvériser. Cependant, alors que son véhicule avançait dans le cycle, le loquet défectueux de la porte céda sous la vibration, provoquant l'ouverture inattendue de la porte côté conducteur. Catherine tendit instinctivement son bras blessé pour attraper la poignée de la porte, ne voulant pas que du savon inonde l'intérieur. En se penchant, sa manche s'en mêla dans le mécanisme d'entraînement exposé du convoyeur. Le moteur puissant a continué de fonctionner, entraînant ses vêtements et son bras dans l'assemblage mécanique avec une force énorme. Son épaule s'est immédiatement disloquée alors que le mécanisme tirait sans relâche, provoquant une douleur atroce qui résonnait dans la station de lavage. Les engrenages rotatifs ont écrasé son avant-bras contre le boîtier métallique, fracturant à la fois les os radius et cubitus avec un craquement audible. Plus critique encore, la machinerie a sectionné les principaux vaisseaux sanguins, y compris les artères radiales et cubitales, provoquant une hémorragie massive qui s'est accumulée sur le béton. Les cris de Catherine passèrent inaperçus à cause du bruit des machines et des éclaboussures d'eau, mais les clients remarquèrent finalement l'urgence. La perte de sang due aux artères sectionnées provoqua un choc rapide et une perte de conscience alors que son corps entrait en crise hypovolémique. L'arrêt d'urgence fut activé après 90 secondes, mais des dommages artériels sévères s'étaient déjà produits. Les clients et le personnel ont travaillé frénétiquement en utilisant le système de libération manuelle pour la dégager de la machine. Les secours sont arrivés en moins de 8 minutes, la trouvant inconsciente à cause de la perte de sang sévère. Les ambulanciers ont appliqué des garrots et des bandages compressifs tout en établissant un accès intraveineux, mais elle avait perdu des quantités critiques de sang en raison des blessures artérielles. Elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de l'Université de santé et de sciences de l'Oregon, où des chirurgiens traumatologues ont tenté une chirurgie d'urgence pour réparer les vaisseaux endommagés.
Malgré de multiples transfusions sanguines et des efforts de réanimation agressifs, la perte de sang était trop sévère pour être surmontée. À 11h30 du matin, Catherine Voss a été déclarée morte d'exsanguination et de choc hypovolémique causé par des blessures artérielles traumatiques. Le lavage de voiture a été immédiatement fermé, en attendant une enquête de sécurité complète et une révision complète de l'équipement, soulignant les dangers cachés des équipements industriels vieillissant dans les installations commerciales quotidiennes. Sa mort tragique a conduit à de nouvelles normes de sécurité dans l'industrie, exigeant des arrêts d'urgence à portée de main et des barrières de protection autour de toutes les machines en mouvement dans les stations de lavage automatique de voitures à l'échelle nationale. Si ces accidents horrifiants vous ont laissé stupéfait, préparez-vous pour la suite. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres histoires glaçantes de moments quotidiens devenus mortels.